Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Café des Experts Éco, le CEE, avec le professeur Mourad Goumiri. Professeur, bonjour. Avec Hassan Haddouche, mon confrère. Hassan, bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. On s'est raté lundi dernier pour un problème. On va pas mettre ça sur le dos du cortège de Bouteflika. Bouteflika, c'était hier, donc c'était pour d'autres considérations. Et nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Entre-temps, l'actualité s'est animée sur le front économique. Il y a eu une loi de finances complémentaire qui a fuité dans la presse nationale. On a eu quelques éléments, quelques articles qui ont été plus ou moins commentés dans la presse. Et puis, ce rebondissement, la présidence de la République qui a demandé au palais du gouvernement de revoir sa copie, donc au Premier ministre, avant que ce document ne soit traité. Première question, messieurs, est-ce que depuis 3 ans, il n'y a plus de loi de finances complémentaire, y compris pendant la période la plus dure du contre-choc pétrolier. Aujourd'hui, il y en a une. Est-ce que c'est nécessaire ? Moi, je suis... Ce sont les pour qui parlent d'abord ou les contre ? Si, oui, Hassan peut commencer. Oui. Moi, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire parce que dans quelles circonstances est-ce qu'on a besoin d'une loi de finances complémentaire ? On devrait avoir besoin d'une loi de finances complémentaire, par exemple, si les recettes de l'État étaient beaucoup moins importantes que celles qui sont prévues. Donc s'il y avait, un effondrement des cours du pétrole qui nécessite un ajustement des dépenses. On pourrait avoir aussi besoin d'une loi de finances complémentaire dans le cas où on aurait beaucoup plus de recettes que prévu et à ce moment-là, on pourrait dépenser plus. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure. On est un peu dans le deuxième cas. Oui, on est un petit peu dans le deuxième cas, mais le problème, c'est que la loi de finances initiale, elle-même, était déjà basée sur, prévoyait déjà des dépenses considérables. Et beaucoup plus que celles que rendent possibles nos recettes. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment besoin d'un ajustement, il n'y a pas besoin d'une loi de finances complémentaire. Moi, cette loi de finances complémentaire, elle m'intrigue un petit peu, et moi, je n'exclus pas d'ailleurs qu'elle soit non seulement, ajournée, mais éventuellement complètement annulée. On peut pas imaginer ce serait une surprise. On ne peut pas imaginer, Hassan Haddouche, Mourad Goumiri, que l'initiative de cette loi de finances complémentaire ait été le fait de manière indépendante et autonome de l'imprimature du palais du gouvernement et pas de la présidence. On ne peut pas l'imaginer. Ayant servi pendant des années dans ce cadre-là, donc je suis assez perplexe, pour ne pas dire autre chose. Je voudrais peut-être être un peu didactique et dire pourquoi on a recours à une loi de finances complémentaire. Dans la logique de la comptabilité publique, la loi de finances complémentaire, c'est une exception. C'est une exception parce que, en prévision de recettes et en prévision de dépenses, normalement, les grands équilibres sont à peu près assurés. Donc, le recours à une loi de finances complémentaire, c'est qu'il y a une rupture des grands équilibres. Dans son aspect non prévu. Non prévu. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on remarque depuis un certain nombre d'années, sauf ces 3 années, c'est qu'on a pratiquement chaque année une loi de finances complémentaire. Chaque année, ça a baissé un peu. Ça a baissé depuis 2 ans, mais chaque année, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus ni les recettes, ni les dépenses. Moi, je me rappelle, à mon époque, on faisait les arbitrages, on appelait ça le comité des grands équilibres, au mois de juin, fin juin à peu près. On laissait partir le pouvoir législatif en vacances et on revenait en septembre auprès de la commission des finances de l'Assemblée nationale pour expliquer ce qui est à l'intérieur de la loi de finances. Malheureusement,
cette loi de finances a été dévoyée. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus des régies simplement, mais on faisait rentrer des articles, des lois qui n'avaient rien à voir avec la loi de finances. Alors qu'il y a une loi des finances qui régit la loi des finances. Oui, en principe, on devrait travailler que sur le budget. On reste un instant sur cet aspect procédurier qui est quand même important et qui a un enjeu économique aussi, mais d'abord peut-être politique. Le texte qui a fuité dans la presse, est-ce qu'on peut imaginer que la présidence de la République l'a découvert parce que c'est quand même bon, on a compris qu'il y avait peut-être un volet taxe, pression fiscale sur les entreprises et pression fiscale sur les citoyens, qui en année préélectorale, voire en année électorale d'ailleurs, le mot n'a pas encore été prononcé par Hassan, mais on a bien compris qu'il parlait de ça, n'est pas accepté par la présidence. Est-ce qu'on peut imaginer que ce texte est allé aussi loin et que la présidence ne réagisse qu'après les fuites? Je voulais en venir à cela. Moi, à l'époque, j'étais directeur à la présidence de la République, dans les services du Premier ministre, et les navettes entre la présidence, le Premier ministère et l'Assemblée nationale, il y avait à l'époque une seule chambre, la commission de finances de l'Assemblée nationale était, j'allais dire, pratiquement quotidienne. Le Wagmestre travaillait beaucoup. On négociait pas par pas. On a eu au Café Presse Politique notre grand frère sur ce plateau ici l'autre mercredi la formule bien fleurie de Saïd Jafar qui connaît un peu aussi ce circuit, qui a dit visiblement le Wagmestre entre le palais du gouvernement et le palais de Mouradia ne travaille plus. Alors il y avait des points de friction, mais jamais la veille. N'oubliez pas que c'est la veille du Conseil des ministres, c'est le mercredi, donc la veille. Ça a été suspendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a un travail qui se fait. N'oubliez pas que la présidence est structurée. Il y a des départements, dont le département économique, où il y avait un ami à moi qui est mort bien, Mouroubi Salah, qui était patron, donc conseiller du président pour les affaires économiques. Donc tout cela travaillait en harmonie et le président ou la présidence tranchait. La présidence tranchée. Et c'est pas des choses qui se font la veille. Alors, donc là, je suis un peu perplexe, si vous permettez. Donc tout simplement, si on en arrive, on est perplexe, on est tous effectivement perplexes par le scénario qui s'est déroulé sous nos yeux. Finalement, parce que la question initiale, c'était quand même, est-ce que c'était nécessaire d'introduire une LFC en 2018 à ce moment de l'année? La question, c'est peut-être que c'était nécessaire quand on regarde le texte. Apparemment, le pouvoir politique, le gouvernement ou la présidence, ou les deux, veulent dépenser 500 milliards de plus. Et ce n'était pas prévu. Attends, un dernier point. Moi, je pense que sur la forme, avant de venir au contenu oui. qui est celui que tu évoques, sur la forme, je pense que peut-être que la presse a joué un rôle dans cette affaire-là. C'est-à-dire que, comme il y a eu des fuites, et que ce n'est pas très habituel qu'il y ait des fuites sur la loi de finances complémentaire, et que ces fuites ont amené des réactions qui sont assez véhémentes, on a parlé de l'augmentation de la pression fiscale, de multiplication par 20, des taxes sur la carte grise, etc. Ça a peut-être servi de révélateur. Peut-être que ça a servi de révélateur justement aux décideurs, à la présidence, au niveau de la présidence, qui se sont dit voilà, ça va être une loi de finances impopulaire, c'est pas le moment. Tu aggraves la situation. Moi, je pensais que c'était moins grave que ça. Si c'est la presse qui informe la présidence de ce qu'il y a dans la loi de finances. Elle informe la réaction. La réaction. Elle informe la réaction des médias et de l'opinion. Bon, je voudrais terminer juste en termes sur cet aspect, de procédure. C'est que la loi de finances complémentaire est signée par ordonnance du président et faite dans l'intercession. Donc il n'y a pas de débat public. Alors, quel que soit ce qu'on dit sur ce que représente le pouvoir législatif, etc., mais il y a quand même un débat, et l'opposition a un temps qui est à elle, notamment les chefs de groupe, pour dire ce qu'ils veulent dire de cette loi de finances. Or, quand on l'a fait passer par l'ordonnance, la loi de finances complémentaire, il n'y a pas de débat. Elle est adoptée par le Parlement sans débat. Donc là aussi, ça pose un problème réel de cette loi. Donc on peut imaginer j'ajoute un point extrêmement important, c'est qu'à un moment donné, la loi de finances normale ou complémentaire servait de fourre-tout. Et on trouvait, par exemple, juste pour nous amuser un peu, M. Abdeslam Bled a nationalisé la publicité dans une loi de finances.
il a mis un petit article en disant à partir d'aujourd'hui, toute la publicité va à l'ANAP, une entreprise publique, et il est interdit dans une loi de finances, alors qu'elle n'avait absolument rien à voir là-dedans. Dans le fuite, puisqu'on parle maintenant de fuite, malheureusement, on m'a dit qu'il y avait... Pas malheureusement, nous on a bénéficié de la fuite et on a sorti des éléments d'article. Oui. On est content de la fuite. J'oublie que je suis plus fonctionnaire. non, là on est chez les journalistes. On m'a dit qu'il y avait un article sur la privatisation des terres agricoles, qu'on non seulement privatisait, mais qu'on ouvrait à l'investissement étranger, c'est-à-dire qu'on allait... On m'a dit, peut-être que... alors, est-ce que c'est le déclencheur ? Là aussi, c'est peut-être la presse qui en a parlé, mais très peu. Est-ce que c'est autre chose ? J'en sais rien. Mais la chose qu'on est plus ou moins tous d'accord, c'est qu'il y a à peu près 500 milliards de dinars. Ça, c'est le fond. Alors là, on arrive au fond. Et là, on aborde le non, mais c'est sur la question du fond. Moi, je voudrais quand même... je lis régulièrement dans les commentaires de la presse et même dans des commentaires de spécialistes, on nous dit que jusque maintenant, on était dans une démarche d'austérité et de rigueur budgétaire et que peut-être qu'avec la loi de finances complémentaire, on va passer à une démarche démarche laxiste. Ce n'est pas faire offense à Hassan Haddouche d'anticiper ce qu'il va dire aussi, mais Hassan Haddouche fait partie des gens qui rappellent que c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Non, ce que je voudrais dire, c'est que la politique budgétaire qui est mise en œuvre par le gouvernement algérien depuis l'été dernier, c'est tout le contraire d'une politique de rigueur budgétaire. Donc c'est déjà arrivé. C'est tout le contraire d'une politique, disons, d'austérité. C'est au contraire une politique, expansionniste. C'est l'expression d'ailleurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui sont d'accord là-dessus, mais c'est aussi l'analyse de la plupart des analystes algériens, c'est-à-dire on est dans un TGV des dépenses publiques depuis l'été dernier avec le plan d'action du gouvernement Yahya. Non seulement on est dans un TGV des dépenses publiques parce que les dépenses publiques augmentent de 25% cette année. Elles devaient, dans la loi de finances initiale, augmenter de 25% par rapport à l'année dernière, et les dépenses d'équipement en particulier devaient augmenter de près de 50%. Elles devaient doubler carrément. Donc c'est pas seulement une expansion, c'est pas seulement une augmentation, c'est une explosion carrément des dépenses publiques. Ce niveau-là de dépenses publiques, on en parlera tout à l'heure, disons. Alors, on en parle tout de suite. Alors on peut en parler tout de suite. Quand on a fait ça, avec la loi, pourquoi ajouter 500 milliards ? Voilà, exactement. C'est-à-dire que si on ajoute 500 milliards, on est déjà à 8600 milliards prévus. 8600 milliards de dinars de prévus. Pour les deux budgets. Voilà, pour le budget d'équipement et disons, pour l'ensemble de la loi de finances initiale. Là, on nous explique qu'on va rajouter encore 500 milliards, c'est-à-dire un peu plus de 4 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on va passer au-dessus de 9000. Il faut 9000 milliards de dinars, ça fait, disons, pour fixer les idées, c'est l'équivalent de 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars, c'est 50% du PIB national. Ça veut dire que la dépense publique va atteindre un niveau de 50% du PIB national. 50% du PIB national, c'est probablement un record du monde pour la dépense publique. Il est à 195 quand même, il n'est pas à 160. Oui, mais enfin, je sais pas, on nous a donné des chiffres de 160, bon, peut-être c'est un peu moins, bon, peut-être c'est 45, bon, mais disons, je sais pas, les chiffres qu'on avait récemment, c'était 160 milliards de dollars pour le PIB. Bon, donc... ça veut dire, et on fait donc 80 milliards de dollars de dépenses publiques pour arriver à quoi ? Pour arriver à une croissance qui apparemment est prévue entre 3 et 3,5%. Ça veut dire que pour faire 3,5% de croissance en Algérie, il faut faire quasiment 50% du PIB en dépenses publiques. Ça, c'est tout le contraire d'une dépense, encore une fois, c'est tout le contraire d'une politique de rigueur budgétaire et d'austérité. C'est tout le contraire. En ajoutant un dernier point, je vous laisse après, en ajoutant un dernier point, c'est que ce niveau de dépenses, il n'est pas assis, il n'est pas adossé à des recettes équivalentes. Il va entraîner un déficit qui est prévu de 2100 milliards de dinars, prévu dans la loi de finances initiale. Si avec la loi de finances complémentaire, ce sera plus. C'est le chiffre prévu, c'est 12-13% du PIB en déficit. Là aussi, c'est énorme. Peut-être que le pétrole à $70, c'est exactement les 2000 en recettes fiscales pétrolières, l'équivalent de $2000. Non.
Non, c'est sensiblement moins. Moi, j'ai calculé que pour équilibrer le budget initial, la loi de finances initiale 2018, on a besoin d'un baril à $100 en moyenne sur l'ensemble de l'année. Ce que je voulais dire, c'est pour équilibrer les 500 milliards de plus. Peut-être. De dinars. Peut-être, ça on verra. Alors peut-être, voilà. Les 500 milliards. C'est-à-dire les 500 milliards, eux, seraient adossés à une recette supplémentaire. Voilà. Oui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a actuellement, au niveau national, des tensions importantes en termes de revendications sociales. La plupart de ces tensions proviennent d'établissements publics, c'est-à-dire en fait de fonctionnaires. Ces négociations traînent en long, en large et de travers, mais grosso modo, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les autres institutions, la revendication salariale, elle est là. On vient d'augmenter les retraites d'une manière insignifiante, puisqu'on a donné de 0,5% à 5%. Bon, si on compare avec le taux d'inflation, faites les comptes, présumé, taux d'inflation présumé, donc c'est pas ça qui va donner du pouvoir d'achat aux retraités. Mais les revendications sont là. Or, pour que on puisse satisfaire ces revendications, y compris dans l'armée, les gens qui manifestent encore hier, comment on les appelle, les retraités de l'armée, et puis d'autres, des gens qui ont contribué d'une manière directe ou indirecte. On parle aussi des GLD, etc. Donc il y a une dépense prévisionnelle qui n'existait pas dans la loi de finances normale. Est-ce qu'on le sait de manière formelle? Est-ce qu'on sait où vont aller ces 500 milliards de dinars? Non. Attends, ces 500 milliards, officiellement, ça a été présenté, en tout cas dans le texte, les fuites qu'on a eues dans la presse, c'est des autorisations de programme. Donc c'est le budget d'équipement. C'est le budget d'équipement. C'est-à-dire, officiellement, pour l'instant, c'est pas les dépenses de fonctionnement. Officiellement, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à ce que la loi de finances complémentaire soit publiée, pour l'instant, le budget de fonctionnement est toujours plafonné. Et c'est d'ailleurs un des seuls mérites de la loi de finances 2018. Et c'est peut-être ce qui fait dire aux gens qu'on est toujours dans l'austérité. Les gens ne regardent pas la même chose que toi. Mais moi, je soupçonne que Gomiri a raison. Moi, je pense qu'on est dans une démarche, là, qui consiste, en fait, on s'est aperçu, probablement, que le plafonnement des dépenses de fonctionnement, c'est pas possible, c'est pas jouable, en particulier dans une période électorale, et qu'il faut effectivement mettre de l'argent au bout, en particulier pour les dépenses de fonctionnement, certainement. Il y a un poste, je me rappelle, à l'époque, déjà, la Banque mondiale nous disait, ça suffit, vous ne pouvez plus continuer de la ponction à avoir un poste budgétaire qu'on appelle les charges communes aussi important. Dans le budget de l'État, les charges communes, c'est quoi? C'est des petites dépenses communes à toutes les administrations, à tous les ministères. Donc c'est à la fin du budget, vous avez tous les ministères, tant, et puis à la fin, donc sous total, charges communes. Mais ce poste charges communes, chez nous, commençait à devenir extrêmement important, et maintenant on peut le dire, il y a prescription, on fourguait là-dedans, les GLD, un certain nombre de dépenses secrètes, etc., etc. Et à un moment donné, la Banque mondiale et le FMI nous disaient, d'accord, mais budgéter, c'est-à-dire déglobaliser. Il faut qu'on sache, comme ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il y a dedans, en contrepartie. Sinon, c'est des caisses noires. Dans la comptabilité publique, vous ne pouvez pas avoir une dépense ou une recette sans affectation. Sinon, c'est une caisse noire. C'est de l'argent illicite. Alors là, à propos de caisse noire, sur les 500 milliards, on peut quand même légitimement se poser la question s'il n'y a pas une partie importante de ce budget qui n'est pas affectée à l'effort d'armement au département de la Défense. Et il n'y a rien à cacher. La question que je pose, on n'a pas beaucoup de visibilité sur cela. Est-ce qu'il n'y a pas un trou noir dans le budget de l'État vis-à-vis des dépenses militaires? Il n'y a rien à cacher. Je crois que sur les 500 milliards, il y a 130 ou 150 milliards consacrés à cela. C'est une dépense comme une autre. On sait combien on a d'effectifs militaires, on sait
quel est le budget d'équipement de l'armée en termes de matériel, etc., etc. Donc les choses... Et comme on achète tout cela à l'étranger, donc vous comprenez que les étrangers, eux, ont les statistiques. Et les institutions qui travaillent sur ça savent parfaitement que vous avez acheté tant d'avions, tant de bateaux, tant de ceci, tant de cela. Donc, même si on essaye... Le chiffre de 130, on l'a vu nulle part. Hein. De 130 milliards de dinars consacrés à... Moi, il me semble avoir vu, mais je pense que c'est dans cet ordre-là. Mais encore une fois, il n'y a pas... vu, mais à mon avis, il serait... moi, je suis un petit peu de l'avis de Gomiri. Bon, on est un petit peu dans les conjectures, là. Hein. On n'a pas le texte final, la loi de finances complémentaire. On sait pas. On est dans les conjectures. C'est bien de le rappeler. Ce serait très surprenant dans la période actuelle, avec, disons, ce qui se passe aux frontières d'Algérie, aux différentes frontières de l'Algérie, avec ce qui se passe avec, l'affaire de l'Ilyushin. Hein, l'affaire de l'Ilyushin, c'est transport de troupes, une catastrophe disons. Bon, ça, il serait très surprenant dans ces circonstances-là qu'un département comme la Défense nationale n'attire pas l'attention du chef de l'État sur le fait qu'il faut augmenter les dépenses, disons, de l'État dans le domaine de la Défense nationale. Ce serait très surprenant. Bon, on n'a pas déclenché la LFC au moment où l'Ilyushin s'est écrasé. Non, je ne dis pas ça spécifiquement à l'Ilyushin, mais je dis voilà, c'est des avions de transport de troupes, ils sont vieillissants, etc. D'après ce qu'on nous a dit, bon, bah... Voilà, les équipements militaires sont programmés plusieurs années avant. Les négociations prennent beaucoup de temps et c'est pas une loi de finances complémentaire qui va régler ce genre de problème. Ouais, mais on peut toujours mettre au bout. Disons là. Alors on met au bout des éléments qui eux ne sont pas prévus. Hein? Imprévisible. J'avais dit que le principe c'était cela, c'est que la loi de finances complémentaire abrite des dépenses qui normalement n'existait pas. Bon, et puis paf, ça vous tombe sur la tête, vous le faites. Aujourd'hui, on parle de 500 milliards. Moi, j'ai vu un chiffre de 130 milliards pour de dinars pour l'armée. Et le reste, il va dans les secteurs. Nous sommes dans la conjoncture, dans les conjectures. Ils vont dans les secteurs où il y a des grèves. La santé, l'éducation nationale, la jeunesse et les sports, il n'y a pas de grève, mais il y a un programme il y a par exemple les Jeux méditerranéens, il y a des événements à préparer. Oui, mais les Jeux méditerranéens, ça se prépare longtemps à l'avance. Oui, les budgets sont là. Mais je lisais par exemple le stade de Tizi Ouzou, le ministre est parti il y a 3 jours en disant je vais débloquer l'argent. Au celui de Baraké, sur lequel il a trouvé juste 15 travailleurs chinois. Mais moi je voudrais dire, je voudrais une précision. Il ne faut pas qu'on soit trop cynique, c'est-à-dire que on va faire des dépenses supplémentaires vraisemblablement. C'est pas uniquement parce qu'il y a des grèves, c'est aussi parce qu'il y a des besoins. Moi, je pense, si on prend l'exemple de l'éducation nationale, bon, c'est clair qu'il y a des besoins dans l'éducation nationale qui sont pas seulement liés spécifiquement aux grèves. Il y a eu des départs massifs à la retraite avec les dispositifs de mise à la retraite anticipée. Et il y a aussi la politique qui, à mon avis, est très très pertinente. J'ai été enseignant moi pendant une quinzaine d'années. On le dirait pas. Mais il y a un problème très important dans l'éducation nationale qui est un problème de formation des enseignants. Et en général, on dit que les salaires des fonctionnaires sont plafonnés, ils n'augmentent plus. Mais en fait, ils augmentent quand même. Ils augmentent à cause des reclassements. Et quand on regarde attentivement les déclarations de Madame Benrebrit, on voit souvent, effectivement, il n'y a pas d'augmentation des salaires, mais il y a beaucoup de reclassements. Et un reclassement, c'est une augmentation de salaire. Mais c'est une augmentation de salaire qui est conditionnée par une formation, par une montée en grade, etc. Ça, c'est une démarche, je trouve, très vertueuse en réalité, parce qu'il y a un gros besoin de formation dans l'éducation, de formation des enseignants. Alors, il faut ajouter à tout cela les budgets masqués. Les budgets masqués, c'est quoi ? Le trou de la sécurité sociale, le trou de la retraite. Vous savez combien de travailleurs ont pris la retraite lorsqu'on a fait miroiter qu'on allait changer les conditions de passage à la retraite. Ça se compte par centaines de milliers et tous ces gens-là, d'un coup, sont tombés sur la Caisse nationale des retraites et ils ont pratiquement brisé ces équilibres. Qui va compenser ?
Qui va compenser? Bien entendu, on va tirer sur le budget de l'État en attendant que les autres générations puissent renflouer par leur cotisation. Oui. On ne peut pas dire, messieurs, que le gouvernement a été dispensieux au sens où il a juste réfléchi à de nouvelles dépenses et pas à de nouvelles recettes. Donc il y a, dans ce que nous avons vu passer dans les fuites, entre guillemets, des postes de recettes, des taxes sur des papiers administratifs, sur des transactions, etc. Et on va en parler dans un deuxième temps, un mode de régulation du commerce extérieur qui changeait. Mais les taxes, est-ce que vous pensez que ça peut être une raison suffisante pour avoir peur? C'est ce qui avait été dit par Hassan au début de ce café des experts éco. Peut-être qu'on a surestimé la capacité, l'élasticité de l'opinion par rapport à ça. Je voudrais peut-être dire ça parce que j'ai négocié pendant quelques années ce genre de choses. Les taxes, elles ont un aspect psychologique. Et chaque fois que tous les ministres que j'ai vus, les 19 ministres avec lesquels j'ai travaillé, oui, je suis plus jeune. Je me rappelle d'un ministre qui m'a dit, moi, il faut mettre une taxe sur les yachts. Il y a des yachts, il faut mettre des taxes sur les yachts. Oui, non, mais je lui dis, il y en a, oui, effectivement, c'est des féruches, etc. Mais ça se compte en nombre de tonneaux, mais c'est une taxe qui va nous coûter plus cher en termes à collecter, mais il m'a dit c'est psychologique pour les parfums, les ceci, bon. Donc il y a cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On présentait à l'Assemblée nationale, à la commission, en disant voilà combien ça va nous rapporter. D'autant que certaines taxes étaient impopulaires, donc il fallait les faire passer, mais voilà ce que ça va nous nous rapporter. Par exemple, sur les vins spiritueux, il y avait une poussée idéologique sur cette affaire. Pour le surtaxer. On disait, mais voilà ce que ça nous rapporte, etc. Donc, l'explication de la taxe, elle est à la fois économique et financière, mais elle est aussi énormément psychologique. Or, après ce qu'on a vu, on a touché à des petites taxes qui vont apporter absolument rien du tout en termes de ressources, mais qui ont psychologiquement... Le permis de conduire à 5 000 dinars. Voilà. Mais qui ont rien. J'ai fait le calcul, ça va rapporter 1 milliard de dinars. C'est pas rien. 1 milliard de dinars. C'est pas rien, Hassan. Attends, les recettes de l'État, c'est 6 000 milliards de dinars. Voilà. Là, ça va rapporter on a cité un seul document administratif. Oui, mais 1 milliard de dinars pour le permis de conduire. Mais c'est la même chose. 3 pour la carte grise. Sur 6 mois, pas en... D'accord. Quand on regarde pourquoi on demande ces documents, on voit que c'est l'État qui l'a imposé. En plus, on aurait pu... maintenant, ça s'est allégé, mais à l'époque, vous faisiez 3 papiers, le passeport, le permis de conduire et la carte d'identité, vous aviez 3 fois les documents. Aucun document ne couvrait l'autre. Donc vous imaginez, allez dans les APC, regardez tous les jours les gens qui viennent avec leur livret de famille pour sortir tous ces documents. Alors vous allez les taxer. Vous touchez directement, psychologiquement, la population. Oui. Et là, je crois qu'on a multiplié par 20, il paraît, la carte grise, apparemment, c'est multiplié par 20. Oui. C'est multiplié par 20, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Le calcul, l'évaluation n'a pas été faite par personne. Mais j'ai essayé de faire une petite simulation. Ça donne, en rythme annuel, ça donne les 2 mesures, la permis de conduire plus carte grise, ça donne 5 ou 6 milliards de dinars. C'est 1 millième des recettes de l'État. Sur 6 mois, ça donne 3 milliards de dinars. Alors là où on aurait pu vraiment ramener de l'argent. Par exemple, je parle du marché informel. Ça, il n'y a absolument même... je crois que le ministre... D'ailleurs, c'est assez amusant. On prend des mesures pour le ramadan. C'est comme si en Algérie, il y avait 1 mois sur 12 où l'administration du commerce se déclenche, toutes les inspections, etc. Et puis ensuite, dès que le mois de ramadan se termine, paf, il a plus rien. Donc, là où on aurait dû élargir l'assiette, parce que le problème, ce n'est pas le taux. Aujourd'hui, le problème, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut qu'il y ait une justice fiscale. La discrimination fiscale entre les Algériens aujourd'hui est un problème politique. Goumiri, ça c'est un peu une tarte à la crème, ça. À chaque fois, on nous dit, chaque fois qu'on a une mesure, chaque fois que le gouvernement propose une mesure fiscale, un truc comme ça, on dit, ah oui, mais il faudrait élargir l'assiette fiscale. Le FMI il faudrait lutter. Il faudrait lutter. Oui, mais attends, le marché informel, par définition, l'informel, par définition,
d'abord l'informel, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire, c'est une montagne. Vendre une voiture sans rien verser à l'État, vendre un appartement sans rien verser à l'État. C'est pas un problème de loi de finances complémentaire. C'est un problème de réforme structurelle de l'économie. Ça se fait sur 30 ans. Ça se fait sur une génération. J'espère moins longtemps. Alors, si tu commences aujourd'hui, dans 30 ans, tu l'auras. Mais si tu ne commences pas aujourd'hui... Ben Khalfa a essayé avec la loi de finances de 2015. Il a essayé. C'est pas possible. C'est pas une référence. Nous, on aime bien Abdelrahman. Nous, on aime bien. Nous, on l'a reçu avant qu'il devienne ministre, on l'a reçu après. Ça devient sentimental. Non, c'est à notre âge. Oui, à votre âge. Donc, le problème, il est là. Cette suspension, la veille d'un Conseil des ministres proclamé, décidé, vient, à mon avis, du fait que il y a une démultiplication de taxes. Toutes les régies ont dit, moi je peux faire ceci, les domaines on va augmenter ça, la douane on va augmenter ça, etc. Donc toutes les régies du ministère des Finances ont réagi en fonction d'instructions du ministre en disant, regardez si on peut ramasser quelque part. Et on est parti là où c'est le plus simple. Pendant très longtemps, on ramassait l'argent dans l'essence, on ajoute 10 centimes, ça nous faisait un paquet. Donc on est parti vers le plus simple et ce qui est facile à collecter. Quand vous allez un timbre pour le passeport, vous allez l'acheter au guichet et c'est facile à collecter, il a un timbre, etc. C'est une bonne transition. Les véhicules... On va pas aller tout de suite sur ça. Les véhicules, c'est la même chose. Par contre, là où ça devient difficile, et la tarte à la crème de Haddouj, c'est comment faire entrer l'informel dans le fond. Et rendre égaux devant n'importe tous les citoyens, mais Hassan disait que c'est pas le problème de la LFC. C'est juste cette réserve. Juste une phrase. Hier, le ministre du Commerce a été magnifique. Il a dit, citoyens, citoyennes, n'ayez aucun problème, nous avons créé 150 marchés au niveau national. Mais enfin, pourquoi vous faites 150 marchés à la veille de Ramadan? Ces marchés, avant et après, n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi vous le faites uniquement à cette occasion? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir à l'informel, les camions bâchés avec de la marchandise dont on sait d'où elle vient, sans traçabilité. Donc, c'est ça, le problème, c'est qu'on évite d'aller au fond des choses et on prend des petites mesurettes. Simplement, et je le répète sur ça, l'aspect psychologique de ces petites mesurettes qui, bien entendu, rapportent très peu, a fait basculer la situation parce que nous sommes dans une année électorale. Alors, on va clore ce chapitre très long de la loi de finances complémentaire avec quand même une question sur une autre taxe. C'est celle qu'on veut appliquer aux produits à l'importation. On n'a pas sorti de la liste, mais on a fixé un taux dans le projet, dans la fuite, si on considère que la fuite rapporte la vraie information. En tout cas, celle que nous, on a reçue à Maghreb Émergent, elle spécifiait un taux additionnel temporaire sur les produits à l'importation de 60 à 200%. Bonne ou mauvaise mesure, messieurs? En deux mots. Dans le principe, c'est une bonne mesure, parce que je pense que Goumiri et moi, dans les éditions précédentes de cette émission, on a dit que c'était une mauvaise chose de contingenter, d'interdire des importations, d'interdire quoi que ce soit en matière d'importation. C'est une mauvaise chose. Il vaut mieux introduire si on veut réguler les importations, il vaut mieux introduire des taxes qui permettront d'encourager certaines importations et de décourager certaines importations. Bon, donc la mesure de type tarifaire est une bonne mesure. Bon, maintenant, les histoires de 200%, c'est de la folie. D'abord, premièrement, c'est en contradiction évidente avec tous les accords internationaux qu'on a signés, qu'on a signé quand même avec l'Union européenne, disant on peut pas instaurer des taxes de 200%, c'est pas possible. Il y a des taxes, il y a certains plafonnements, il y a des taxes possibles à introduire sur les industries naissantes, etc., des négociations possibles, mais sur un niveau de taxe raisonnable, c'est-à-dire qu'il peut pas dépasser 30-40%. C'est inscrit explicitement dans les accords d'association. Donc en deux mots, parce qu'on finit avec LFC pour évoquer le dernier sujet. Mourad Goumiri, bonne ou mauvaise chose de passer à l'utilisation du mode tarifaire et non pas du contingentement physique? Chaque fois qu'on préserve l'administration de son introduction directe dans les forces du marché, c'est une excellente chose. Parce que on va éliminer d'abord et avant tout la corruption.
puisque l'administration... la corruption et la bureaucratie. La bureaucratie, vous allez faire une porte, et cette porte, vous avez donné la clé à quelqu'un qui va faire entrer comme il veut et se faire payer, etc., etc. On connaît le système parfaitement. Donc, maintenant, cette liste qu'on n'a pas, j'espère qu'on ne va pas encore nous faire le coup de la liste qui est sortie. Ça va, oui. Non, mais ça suffit. Hein, les arômes, ensuite on s'est aperçu qu'on a besoin des arômes pour ceci, maintenant demain on va s'apercevoir qu'on a interdit. Parce que, qu'est-ce que fait le douanier? À partir du moment où la liste sort dans le journal officiel, il l'applique. Et des fois, il applique tout de suite. Il laisse même pas les produits qui sont en souffrance dans les ports. Des fois, on le dit terminé, c'est aujourd'hui à minuit, etc. Donc j'espère que cette fois, la nouvelle administration commerciale va faire la part des choses. Bien évidemment, ces décisions populistes de 200, 400%. Vous vous rappelez que les véhicules étaient à l'époque taxés à 400%, hein, les grosses cylindrées. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait? On les faisait rentrer par les licences des Moudjahidines. Donc chaque fois qu'on ferme ou qu'on surtaxe, qu'est-ce qu'il va avoir? On enrichit le marché noir, on enrichit le cabas, on enrichit la corruption. Voilà le danger auquel il ne faut pas aller. Très bien, merci messieurs. On va évoquer finalement assez rapidement la dernière actualité de la quinzaine, parce que le CE c'est un lundi sur deux. Une acquisition de Sonatrach à l'étranger, ça a fait quand même, ça a fait sensation. En fin de semaine dernière, on a appris le mercredi dernier que Sonatrach avait acquis pour 600 millions de dollars, un milliard de dollars, la raffinerie d'Augusta auprès d'ExxonMobil. Maintenant, on sait pourquoi il y avait des négociations avec ExxonMobil. Très probablement, c'était le dossier le plus chaud, avec 2 terminaux à conteneurs et les pipes qui conduisent de la raffinerie aux terminaux. Bonne ou mauvaise acquisition, messieurs? Depuis, j'ajoute l'information importante que nous avons été les premiers à sortir sur Maghreb Émergent. Il y a un litige à la dépollution du terrain sur lequel se trouve la raffinerie. La collectivité locale demande aux propriétaires de la raffinerie, avant ExxonMobil, aujourd'hui Sonatrach, de dépolluer ce terrain-là. Évidemment, on n'est pas d'accord sur les chiffres, le coût de dépollution. Il y en a qui l'ont peut-être exagéré, mais il s'agirait quand même de plusieurs dizaines de millions de dollars. Moi, je voudrais quand même faire une observation d'ordre général sur cette question-là. Depuis des années, on s'interroge sur la question de la dépénalisation de l'acte de gestion, et la plupart, et la totalité quasiment des commentateurs et des spécialistes nous disent qu'il faut quand même restaurer l'indépendance managériale des dirigeants d'entreprises publiques. Bon, je veux dire là... Je sens l'accessicite pour le trade là. Je le sens arriver là. Bah oui. Donc moi je pense qu'il faut... On a là un PDG de Sonatrach qui prend un certain nombre de mesures qui sont effectivement assez différentes de celles de ses prédécesseurs, apparemment plus audacieuses que celles il a l'air d'avoir plus de courage, peut-être, plus d'autonomie, peut-être qu'on lui a donné carte blanche, je ne sais pas. Bon, j'ai pas d'informations sur ce sujet, mais c'est quelqu'un qui donc va plus loin que ses prédécesseurs de façon plus audacieuse là-dessus. Alors moi je voudrais attirer le fait sur la contradiction qu'il y a entre d'un côté réclamer la dépénalisation des actes de gestion, etc., l'autonomie des gestionnaires, et puis d'autre côté, disons, mettre en procès systématiquement sur la place publique toutes les décisions prises par le gestionnaire. Lu des commentaires négatifs oui, tout à fait. Oui, j'ai lu fiasco, erreur, trucs comme ça. Là, ça c'est sur le journal Le Matin.dz. Non, mais bon, voilà. Premièrement, jeter la pierre à notre ami premièrement, alors deuxièmement, moi je trouve que monsieur, sur le fond, je trouve intéressante la démarche de monsieur Oulkadour sur ce plan-là, parce qu'on a jusqu'à maintenant, on avait un plan annoncé par Sonatrach en matière de raffinage, en matière de production d'essence, qui consistait, un plan gigantesque qui consistait à annoncer des investissements beaucoup plus que ça. On nous avait annoncé 3 nouvelles raffineries, chacune d'entre elles devant coûter 4 milliards de dollars. Ça faisait 12 milliards de dollars d'investissement dans le raffinage, dans la production d'essence. On nous avait dit on va faire une raffinerie à Hassi Messaoud, une raffinerie à Tiaret, une autre à Biskra. Il y en avait 3, plus 4 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans la réhabilitation des 3. Il y en a une qui est en cours de réhabilitation actuellement. Je vous signale, celle de Balakhi, je vous signale que le contrat, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'était le contrat initial avec Technip. Maintenant, il a été révisé en baisse, mais enfin, on ne sait
pas ce que Technip a fait, avec un nouveau partenaire chinois, c'est encore 450 millions de dinars. Je ne sais pas si c'est en plus, bon, mais enfin, ça coûte l'argent. Voilà ce que ça coûte. Hein. Une petite raffinerie, petite entre guillemets, comme celle d'Alger, sa réhabilitation, c'est presque $1 milliard. Là, apparemment, M. Oulkedour nous dit qu'il va acheter une raffinerie dont la capacité c'est 10 millions de tonnes, d'après qu'on nous a. Bon, on ne connaît pas son âge, etc. Bon, il y a bon, après, mais voilà, ça coûte $1 milliard de. Voilà. Non, mais attends, je termine. Non, mais c'est comme ça. Mais les plaidoyers de la défense doivent être plus longs que ceux des procureurs. Je termine là-dessus. Donc, M. Oulkedour, il va acheter une raffinerie à $1 milliard et il est en train de lancer, il va peut-être lancer bientôt, disons pour Hassim Messaoud, un projet, un appel d'offres pour la raffinerie d'Hassim Messaoud. Ça veut dire que le programme, et quand on lui parle de Tiaret et de Biscay, c'est terminé, on n'en parle pas, un truc comme ça. Donc, il a redimensionné le programme de construction de raffinerie. Ça va coûter maximum $4 milliards. C'est une très bonne nouvelle. Il prépare le virage vers l'électricité dans l'automobile. Oui, attention. J'attends ta mise au point de fin d'émission. Mourad Goumiri, pas aussi fan de cette transaction que l'est Hassan Haddouche. Non, moi je n'ai pas assisté à la négociation, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. J'espère que cet aspect de pollution, c'est une raffinerie qui a 25 ans, 30 ans d'âge. Donc quand on parle de revamping, si c'est pour l'acheter, la revamper, je ne sais pas. Bon, tous les éléments de la négociation. Le revamping, mise à niveau. Mise à niveau. Oui. Donc je peux pas. Non. Mais sur le principe, mais ça fait très longtemps que j'étais d'accord pour qu'on fasse un fonds souverain et que l'on achète à l'étranger, par exemple, des usines qui font des produits qu'on importe. Tout simplement. Je regarde ma balance de commercial, j'importe pendant des millions de dollars de tel ou tel produit, et ben je vais voir à l'étranger si je peux rentrer. Donc ça c'est dans le cas où je peux pas le produire en Algérie. Dans le cas où on va pas faire du café, on va pas faire de ceci, on va pas faire cela. Il y a des produits qu'on ne pourra jamais faire. Bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps. Bien sûr. On ne l'a pas fait, il est en train de tenter de le faire. Moi le problème que je pose, c'est le problème de la cohérence globale de ce qu'il veut faire. Qui sait ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il nous a présenté un programme à moyen et long terme? Qui le valide? C'est lui, c'est le ministre, c'est les deux, c'est le président, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. N'oublions pas, il ne faut pas oublier que les hydrocarbures en Algérie, c'est pas le problème de la Sonatrach, c'est un problème national. Et on ne peut pas laisser, quelles que soient les capacités et la brillance de cette personne ou d'une autre, Hassan Haddouche ou Al-Qaddour? Les deux. D'accord. Pouvoir décider toute seule, c'est pas possible. Il faut qu'on regarde la cohérence des projets, la cohérence des différents en amont, en aval. Est-ce que vous réintroduisez pas une forme de tutelle et de nous on est plutôt, enfin on doit l'admettre, d'accord, pour qu'il y ait une liberté d'action des managers publics comme équivalente quasiment à celle des managers privés. Il y a les conseils d'administration et il y a les holdings au-dessus, etc. Mais non, Sonatrach n'a pas d'holding. Oui, non, c'est pas de manière générale du manager public. Maintenant qu'on a un PDG qui prend des initiatives, on va pas regretter le fait qu'il n'y ait pas 18 personnes au-dessus de sa tête qui lui disent il faut pas. Mais est-ce que j'ai dit ça? Ma question c'est, est-ce que c'est pas ça que vous insinuez? Je plaide, non, je n'insinue rien. Je plaide pour qu'on revitalise le Conseil national de l'énergie. Oui, ça c'est. Mais le Conseil national de l'énergie, et ça c'est une décision d'une acquisition comme ça, c'est l'équivalent d'un contrat. Non, c'est pas ça. Baraki, 1 milliard de dinars, c'était 600 millions. La raffinerie nue, c'est 600 millions. Dans le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire sans les autres équipements. Ouais. Mais on est dans le même ordre de grandeur. Pourquoi le patron de Sonatrach peut prendre l'engagement de contracter avec Technip ou un autre quand il s'agit d'un contrat en Algérie? Pourquoi il n'aurait pas la même latitude de le faire en Italie? J'ai dit que tout doit rentrer dans ce cadre-là. Il faut qu'il y ait une vision globale à moyen et long terme.
Apparemment, elle je ne peux existe, pas le dire autrement. Il y a une vision il faut qu'il y ait, 2030, il n'y a pas. Il faut qu'il y ait une vision à moyen et long terme et qu'elle soit validée. Elle soit validée. Et il s'agit d'une affaire politique, c'est pas une affaire économique. Il faut la validation ne peut se voir Est-ce que c'est pas la même politique? Est-ce que c'est pas la même politique que celle qui est menée par le gouvernement, qui est celle de substitution à l'importation? Vous avez il y a un coup, on fait une usine. Vous avez vu un programme? Il y a un coup, on fait une usine Sovac à Relizane pour assembler des voitures qu'on importe quand même. Hein, bon, mais on va les ramener en kit. Et puis le coup suivant, c'est Sonatra qui acquiert une raffinerie en Italie pour importer du carburant d'elle-même. Voilà. Et la cohérence globale, qu'est-ce que vous en faites? C'est de la substitution à l'importation. C'est ça les propriétaires en Algérie. Vous avez un programme qui dit voilà, sur les 5 prochaines années, voilà comment on va faire secteur par secteur, filière par filière, de la substitution à l'importation. Ce Bouteflika 4, on n'a aucun programme de réflexion comme ça, c'est au coup par coup. Mais alors, pourquoi ça ne serait pas aussi le cas? On n'a aucune feuille de route sur Bouteflika 4. Il y a une stratégie 2030 pour Sonatrach. Oui, moi, je ne doute pas une seconde, on travaille qu'elle a été discutée avec le ministre de l'Énergie. En pilotage à vue. Non, Sonatrach va à l'international pour pitcher sur les permis d'exploration. Au Niger, au Mali, en Mauritanie. Mais est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire? Mais je n'arrive pas à me faire comprendre. Je suis en train de dire la chose suivante, c'est que ce secteur de l'énergie stratégique chez nous, il ne peut pas être uniquement entre les mains du directeur général de Sonatrach. Parce que ce coup-ci, ou du ministre, oui, on a bien compris. Ah oui, d'accord. Ça, on l'a compris. Sur ce coup, oui, ça, on l'a compris. Mais bon, on pensait que, oui, enfin, en même temps, on aimerait qu'il y ait un conseil d'administration plus large qui le décidait. Très bien, on est arrivé. Bon, j'avais promis à notre ami Hassan Haddouche de faire mon mea culpa sur la polémique de la dernière fois au sujet de la consommation de la production de pétrole à l'horizon 2040. Selon les statistiques de l'AIE, j'avais dit que les 100 millions de barils jour ne seraient pas dépassés. Dans les prévisions de l'AIE, ils sont dépassés de 9%. Ça devient 109 millions. Ce que je considère comme étant, de mon point de vue, effectivement, sur la forme, Hassan a raison, mais ça ne correspond pas à l'avenir, parce qu'on est dans une demande mondiale d'énergie qui est infiniment plus importante en 2040. De passer de 100 millions à 109 millions, bon, effectivement, sur le plan formel, c'est une croissance, mais de mon point de vue, et sur la base des prévisions de l'AIE qui n'intègrent pas beaucoup de paramètres, on verra la prochaine prévision de l'AIE dans une année. Mais d'ici là, mes excuses, mea culpa, Hassan Haddouche avait raison sur la forme. Merci messieurs, à l'autre lundi. Au revoir. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.